Salut tout le monde, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour faire un petit peu déjà le débrief du Paris-Nice 2025. La quatrième étape vient de se terminer, on est à la moitié de cette course et on a déjà vu de très belles choses entre hier et aujourd'hui pour le classement général. Dans le débrief, très rapidement sur les premières étapes, je ne reviens pas sur les étapes 1 et 2. On avait parié que Tim Merlier écraserait la concurrence sur les sprints. C'est ce qui s'est produit. Pas de surprise à ce niveau-là. On peut quand même noter les très bonnes performances de nos coureurs français. Arnaud Démare, deuxième dimanche, et Émilien Janière, deuxième lundi. Très bonne surprise de ce début de Paris-Nice, Émilien Janière, parce que personnellement, je ne connais pas plus que ça le coureur. Et ce qu'il a fait dans le sprint lundi, c'était absolument remarquable. Donc, c'est un coureur que je mets dans ma petite liste. Je vais regarder ce qu'il fera cette année. Mais en tout cas, très bien, les Français dans les deux sprints. Et Tim Merlier, encore une fois, au-dessus du lot. Je n'y reviens pas. On va rentrer un petit peu plus en détail sur la troisième étape hier, le chrono par équipe qui a été largement dominé par la Visma. Alors, la Visma qui domine, c'est pas une surprise. Dedans, quand même, dans le roster de 7 coureurs, vous avez Vingegaard, Jorgensen pour le général, qui sont d'excellents rouleurs. Et vous avez deux monstres à rouler que sont Campenarts et Affini. Donc, ils remportent ce chrono de 28 km à plus de 55 de moyenne. Pas de surprise. Très bonne performance derrière de Jayco qui fait 2 à 15 secondes de la Visma. C'est une semi-surprise parce que la team Jayco, même s'ils n'ont pas forcément de très très gros rouleurs dans leur équipe, c'est des mecs qui ont l'habitude de bosser le chrono par équipe. Chez les Australiens, ils ont l'habitude de cette épreuve-là, ça s'est vu. Très bonne perf. Excellente performance également de Red Bull qui fait 3e à 25 secondes. Vous voyez que le 3e est à 25 secondes. Donc Visma a déjà bien fait le ménage au général. En revanche, il faut qu'on mette un petit taquet à la team UAE qui arrivait quand même avec des coureurs très costauds, qui auraient dû d'ailleurs très bien performer sur ce chrono par équipe. Je les voyais dans le top 3. Au final, ils font 8e et déboursent 42 secondes sur Visma. Ça fait beaucoup pour Almeida, McNulty et Sivakov. Contre-performance de cette équipe, parce qu'encore une fois, si vous avez Almeida, McNulty, Sivakov, Nils Politt, Oliveira aussi, qui est un coutumier du fait dans les chronos, perdre 42 secondes sur 28 km, c'est beaucoup trop. Donc contre-performance de la UAE hier, mais ce n'est pas l'équipe des favoris qui perd le plus de temps. J'avais dit en préambule de ce Paris-Nice qu'on pouvait perdre près d'une minute sur le vainqueur de cette étape, à savoir la Visma, sur ce chrono par équipe pour les favoris. Ça a été le cas de la Bahreïn, de Lenny Martinez et Buitrago. Côté favori, c'est l'équipe qui perd le plus de temps. Une minute de déboursé. C'est beaucoup, mais chez Bahreïn, c'était attendu parce qu'il n'y a pas beaucoup de rouleurs, c'est pas mal de grimpeurs. Voilà, c'était le tarif attendu, une minute pour Bahreïn. Ok, j'en ai terminé avec le débrief des 3 premières étapes. On va passer à l'étape 4 de la loge des gardes qui arrivait aujourd'hui. 160 km, 3000 mètres de dénivelé. Une étape très costaude quand même avant d'entamer un week-end davantage costaud, je pense. C'est une étape qui s'est déroulé en 2 parties. Alors, il y a 2 faits de course à noter notables avant l'arrivée. Le premier fait de course, c'est l'abandon de Santiago Buitrago, dont on parlait un instant, à 60 km de l'arrivée. Le Colombien a crevé, changement de roue, il est reparti. Dans la descente, virage à droite, il est tombé très sévèrement sur l'épaule, mais davantage sur la tête. Le Colombien était KO, et je pense que ça a été une très bonne décision de le retirer. Voilà le premier fait de course. Santiago Buitrago est out sur ce Paris-Nice 2025 dès la 4e étape. Deuxième fait de course, et je pense que ça va faire parler ce soir. La course a été neutralisée à 50-45 km de l'arrivée parce que conditions météorologiques très difficiles, orage de grêle. Je crois qu'il y a une moto suiveuse qui est tombée et information plus sûre, il y a la voiture Décathlon qui était devant les échappés, qui s'est planté également dans un virage. Voilà. Cet amas de catastrophes produit par l'orage de grêle a conduit la direction de course à arrêter la course pendant un certain temps. Je ne sais pas me placer par rapport à cet arrêt de la course. Je trouve qu'il a été nécessaire au vu des accidents qui se sont produits. Il n'y avait pas de raison de créer de suraccidents avec les coureurs du peloton. Donc en ça, je trouve que c'est une bonne décision qui protégeait les coureurs. Et d'un autre côté, c'est sûr qu'arrêter les coureurs pendant près de 3 quarts d'heure, 1 heure, sous 5 degrés, sous la pluie et tout ça, les mecs étaient quand même bien gelés. Je pense qu'il y a beaucoup de coureurs qui seront malades d'ici quelques jours. Donc ça, c'est le mauvais côté de l'arrêt de la course.
Mais ce que je vais retenir également, c'est que puisque les coureurs ont en grande partie été gelés, eh bien c'est que c'est difficile de juger la performance sportive des coureurs à l'arrivée aujourd'hui parce que on ne sait pas quel a été l'impact du froid sur les coureurs. Et il y a des coureurs dans nos favoris qui ont perdu du temps et on peut impacter ça sur le froid. Et en ça a joué sur le général du Paris-Nice au soir de cette étape. Je pense notamment à des Félix Gall et des Ben O'Connor, on le verra un petit peu plus tard, qui ont perdu pas mal de temps. Et je pense que ces gars-là ont souffert du froid parce que ce sont des coureurs très maigres. Mais on y revient après dans la section favoris. On fait un petit peu le déroulé de cette fin de course. La course est repartie, je crois, à 30 km de l'arrivée. On avait gardé le même temps sur l'échappée, le contre de Ineos et le peloton. Ça n'a pas eu d'impact plus que ça sur la course parce que l'échappée va se faire reprendre. Au redémarrage de la course à 30 km de l'arrivée, l'échappée essayait de partir plein pot pour arriver en vainqueur à la Loge des Gardes. C'était sans compter sur un Mats Pedersen de la Lidl derrière qui a abattu un boulot mésosphérique pour Mathias Kelmose. Littéralement, Pedersen a été impressionnant dans le final. Ce mec-là est plus qu'un sprinter et un bon rouleur. C'est un coureur monstrueux que je respecte énormément. Il a été très fort. C'est lui qui a condamné les Ineos, Tobias Foe, Joshua Tarling et Ben Swift. C'est lui qui a condamné l'échappée dans lequel il y avait notamment Thomas Gachiniar. Stratosphérique Pedersen qui a regroupé tout le monde excepté Tobias Foe au pied de la Loge des Gardes, ou en tout cas dans les premiers kilomètres d'ascension de la Loge des Gardes. Une fois que Pedersen s'est écarté dans la Loge des Gardes, on a vu des démonstrations, notamment d'abord de Lipovitz, puis de Lenny Martinez à 2 reprises. Sur la deuxième attaque de Lenny Martinez, Vingegaard l'a contré. Très costaud Vingegaard dans ce final. Et pourtant, malgré l'effort de Jonas qui a distancé Lenny Martinez dans le final, eh bien, on a eu un dernier kilomètre de folie absolue. Joao Almeida, que l'on pensait en difficulté à mi-pente dans cette ascension de la Loge des Gardes, nous a fait un dernier kilomètre. J'ai pas de mots pour décrire la performance de Joao Almeida. Il a pris le relais au kilomètre pour revenir sur Vingegaard. Il avait Jorgenson dans la roue. Ça ne l'a pas empêché de faire l'effort et de rapprocher le groupe des favoris très près de Jonas Vingegaard. Dans les 500 derniers mètres, il s'est un petit peu relevé, puis a refait à nouveau un effort à 300 mètres de la ligne pour venir sauter sur la ligne Vingegaard à 50 mètres de la ligne, le double. La performance d'Almeida est excellente. Vainqueur d'étape ce soir à la Loge des Gardes. Franchement, je suis bluffé par la performance du Portugais. Première victoire de la saison. Alors, Almeida, certes, nous a fait un très grand début de saison. Le mois de février a été excellent pour lui. Deuxième du Tour de Valence, deuxième du Tour d'Algarve. Jamais vainqueur. Je crois qu'il y a 5-6 podiums à noter pour Almeida depuis le début de saison. Jamais vainqueur. Et bien ce soir, enfin, première victoire de la saison d'Almeida. L'occasion pour moi de vous montrer un petit peu rapidement le classement d'étape. Almeida qui vient sauter sur la ligne Jonas Vingegaard qui termine donc à 1 seconde. Une petite cassure de Comté pour Vingegaard. Mathias Kelmose, très bon 3e. Excellent Lenny Martinez, 4e. Ça a été le plus remuant dans le final aux côtés de Vingegaard et de Lipovitz. Donc je suis ravi de voir Lenny Martinez à ce niveau-là, qui va devoir désormais prendre le lead de la Bahreïn jusqu'à la fin de semaine, puisque Buitrago s'est retiré. Florian Lipovitz est 5. Matteo Jorgenson, 6e. Jorgenson que l'on pensait très fort dans le final et tout au long de l'étape, en tout cas presque même depuis le début du Paris-Nice. Jorgenson faisait très forte impression. Et bien il a coincé dans le final, alors qu'il suivait la roue d'Almeida. Et ben, dans les 300 mètres, lorsqu'Almeida en a remis une couche, Jorgenson, il était pendu. Donc ça, c'est une information à prendre, très intéressante. McNulty 7, Terrada 8, Arensman 9 et Clément Champoussin, autre français, termine 10e. On jette un petit coup d'œil sur le classement général. Vingegaard reprend le jaune à Jorgenson. Jorgenson est 2e à 5 secondes. Vous voyez qu'après les deux coureurs de la Visma, forcément avec le chrono par équipe de la veille, il y a un creux. Skelmose est 3e à 33 secondes, Lipovitz 4 à 36. Et ensuite, on a donc Almeida à 37, qui commence un petit peu à faire se rapprocher après l'échec sur le chrono par équipe hier. Almeida est 6, McNulty 7, Tobias Foe 8e, Lenny Martinez intègre le top 10 9e et Pablo Castreo clôture ce top 10 à la 10e place. Bien, après ce classement général, c'est l'occasion de faire le point sur les favoris dont j'avais égrené les noms dimanche matin avant le départ de Paris-Nice. Sur nos 17 favoris, ont répondu présent ce soir à la Loge des Gardes
Almeida qui remporte l'étape, Vingegaard qui fait 2, Skelmose 3, Lenny Martinez 4, Lipovic 5, Jorgensen 6, McNulty 7, Arensman est 9e, Ilan Van Wilder fait 11 de l'étape et 11e au général également je crois ce soir, Castrillo fait 12 et certainement le meilleur coureur de Movistar à mi-parcours de ce Paris-Nice. Ça, sur les 17 favoris que j'avais au départ de Paris-Nice, ces 10 coureurs-là ont répondu présent. Ça a été plus difficile pour 4 coureurs. Ivan Romeo, qui termine 17e de l'étape aujourd'hui à 1 minute. Félix Gall est 23e, Ben O'Connor 27e et Maximilian Schachmann est 33e à 3 minutes. Ces 4 coureurs-là ont perdu du temps de 1 minute à 3 minutes. C'est là que je me pose quand même la question de la balance sportive, dans le sens où je suis convaincu qu'un Félix Gall et un Ben O'Connor ont perdu du temps parce qu'ils ont souffert plus que les autres du froid. J'imagine que c'est également le cas d'un Ivan Romeo ou d'un Maximilian Schachmann, mais j'avoue que je les attendais un petit peu moins qu'un Ben O'Connor ou qu'un Félix Gall. Donc on ne va pas tirer trop de conclusions hâtives avant l'étape de samedi. Et enfin, sur les 17 coureurs dont je vous avais donné les noms dimanche matin, il y a 3 coureurs qui ont définitivement perdu tout objectif sur ce Paris-Nice. Pavel Sivakov qui perd 12 minutes aujourd'hui. Mais j'ai eu une info aujourd'hui, Pavel était malade avant le départ de Paris-Nice. Donc certes, c'est une contre-performance notable aujourd'hui, mais dont on comprend un petit peu mieux les raisons, forcément avec cette maladie. Maintenant, Sivakov va se ranger au boulot pour Joao Almeida et Brandon McNulty. On commence à avoir un début d'hierarchie chez l'UAE. Je pense même qu'il est définitif ce soir. Almeida devrait être le leader logique du UAE jusqu'à la fin du Paris-Nice. Ensuite, Alexander Vlasov. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé sur le Russe. J'ai refresh plusieurs fois le classement d'étape. Là, on est 1 heure après l'arrivée. Vlasov est toujours pas sur les radars. Je ne sais même pas s'il a terminé l'étape. Quoi qu'il en soit, ça faisait déjà 15-20 minutes que les coureurs étaient arrivés et j'ai pas de nouvelles du Russe. Donc je ne sais pas ce qui s'est passé. Est-ce qu'il y a eu un petit problème et il a abandonné? Est-ce qu'il a souffert du froid et il a abandonné? Ou alors est-ce qu'il a terminé l'étape mais encore plus loin que Pavel Sivakov? Bon là, on verra tout à l'heure ce qu'il en est d'Alexander Vlasov. Mais Paris-Nice terminé en termes d'objectif général pour Vlasov. Donc chez Red Bull, c'est Lipovic qui prend le lead désormais. Et c'est une bonne surprise parce que Lipovic fait quasiment sa rentrée en ce mois de mars. Et enfin, dernier mot, mais j'en ai parlé tout à l'heure, Buitrago, j'en faisais un des candidats au top 5 sur ce Paris-Nice. Terminé, le Colombien est très mal tombé avant l'interruption de la course. On espère qu'il va s'en remettre maintenant. Il y a quand même d'autres objectifs à aller chercher pour Buitrago en cette année. Et là, à l'image de Lipovic chez Red Bull, eh bien, c'est Lenny Martinez qui prend désormais le lead chez la Bahreïn. Voilà, c'en est tout du débrief de cette 4e étape de Paris-Nice, même de cette première moitié de Paris-Nice. La suite, désormais, demain, on a l'étape pour Puncher, théoriquement, qui devrait se disputer en peloton groupé au pied de la dernière ascension. À ce moment-là, pour les vainqueurs, on va penser ou à des mecs du général, Jorgensen par exemple, ou à d'excellents punchers qui ne jouent plus le général. Là, j'ai 2 noms en tête, Julien Alaphilippe et le coureur du AE, je vous en parle tout le temps, Jonathan Narvaez. Ça peut être un sacré favori. Je pense que c'est mon favori demain, Jonathan Narvaez, si le peloton se dispute la win. Et sur l'étape de vendredi, retour des sprinters. Si sprint il y a, évidemment, ça devrait être la passe de 3 pour Tim Merlier. On l'a vu, il est au-dessus du lot sur ce Paris-Nice vis-à-vis de la concurrence au sprint. Maintenant, une fois que je vous ai dit ça, je pense qu'il y a quand même une chance pour les baroudeurs et sur l'étape de demain et sur l'étape de vendredi. Pour 2 raisons. Je ne vois pas qui pourrait être amené à rouler sur l'étape de demain pour y faire gagner son coureur. UAE n'a pas d'intérêt à le faire, par exemple, même si ce serait pour Jonathan Narvaez. Et sur l'étape de vendredi, rebelote, Soudal devrait être la seule équipe intéressée pour rouler vendredi. Je ne vois pas d'autres équipes de sprinteurs rouler, parce que ce serait donner la win quelque part à Tim Merlier. Donc voilà, je ne sais pas trop me situer, vous dire si les baroudeurs ont leur chance demain et après-demain, oui. Maintenant, j'ai tendance quand même à pencher sur le fait que pour demain, c'est pour un puncher et pour Jonathan Narvaez, et que pour vendredi, c'est pour les sprinters, et que ce devrait être la passe de 3 de Tim Merlier. Ensuite, sur le week-end, on ne va pas parler de l'étape de dimanche, mais on va parler de l'étape de samedi. Ce sera l'étape Rennes. Là, encore une fois, les favoris et les grimpeurs se disputeront la victoire d'étape. Même si Vingegaard s'est fait bouffer dans le final aujourd'hui,
Je pense qu'il fait partie des coureurs qui ont souffert du froid dans ce final. Donc Vingegaard reste mon favori pour l'étape de samedi. Voilà, on s'en reparle samedi soir. Ce sera pour moi l'occasion de débriefer cette étape Rennes. Et voilà, j'ai pas d'autre chose à ajouter, si ce n'est... Pardon, oui, j'aimerais avoir un petit mot là-dessus. J'ai le sentiment, au soir de cette étape à la Loge des Gardes, que Visma est prenable, que Jorgensen et Vingegaard sont prenables. Maintenant, c'est difficile de faire des conclusions sur les performances physiques des uns et des autres au soir de cette étape, parce que même si Almeida a semblé très brillant et très impressionnant, voilà, le froid a joué sur les organismes, encore une fois, donc merde, je comptais sur cette étape pour faire un petit peu la hiérarchie physique des coureurs. Eh ben, je pense que maintenant, on va devoir attendre samedi soir pour voir qui est véritablement le plus fort de ce Paris-Nice. Visma a un cran d'avance, mais attention, UAE et Almeida en particulier ont très faim derrière. Allez, je vous laisse ici. On se retrouve samedi soir pour débriefer l'étape Rennes. D'ici là, portez-vous bien et à très vite. Bonne soirée, ciao.